Après leur avoir promis le printemps, ça c'était lors de ses vœux, Emmanuel Macron propose une révolution culturelle aux agriculteurs. Cela à 2 jours d'un salon à haut risque pour le chef de l'État qui se défend de toute opération séduction. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour faire. Alors oui, ce que nous sommes en train de faire collectivement, il y en a à qui ça ne plaît pas. Parce que ça fait bien longtemps qu'ils vivent sur la déconfiture de certains secteurs agriculteurs et la misère d'autres, qui font semblant d'être les sauveurs de ce qu'ils sont en train d'exploiter depuis des années et des années. Oui, il y en a qui ne seront pas contents parce que c'est plus simple de vivre sur des mensonges, d'aller agiter la peur de ce qui n'est pas là pour expliquer les difficultés d'aujourd'hui ou d'il y a 10 ans. Et je sais que je les croiserai et samedi et dans les mois et les années qui viennent. Je les regarderai toujours les yeux dans les yeux parce que je vais vous dire une chose, je penserai à vous. Voilà, pas question, en d'autres termes, de vous brosser dans le sens du poil, si l'on comprend bien. Benjamin Fasquelle, bonsoir. Jeune éleveur, vous étiez à l'Élysée tout à l'heure. Vous allez nous dire si le président de la République vous a convaincu, ce que vous avez pensé de ce déjeuner sous les ors du Palais. Perico Légas, bonsoir, journaliste, critique gastronomique, est également avec nous ce soir. Avec vous, Jérôme Dupuis du cabinet Tilder. On analysera notre sondage Opinionway pour Tilder et LCI. On s'est interrogé sur la prise en compte des préoccupations des agriculteurs par le gouvernement. Alors, sinon séduction, à minima, opération reconquête quand même, Benjamin Duhamel. On va rappeler ce qui s'est passé tout à l'heure à l'Élysée. Oui, grand raout, 2 jours avant l'ouverture officielle du Salon de l'Agriculture, séance de calinothérapie. Emmanuel Macron qui avait donc invité près de 700 jeunes agriculteurs pour une réception autour d'un buffet dans la salle des fêtes en présence de plusieurs ministres, Nicolas Hulot, Stéphane Travert, mais aussi de la compagne, de l'épouse du chef de l'État, Brigitte Macron, des jeunes agriculteurs qui étaient triés sur le volet, 10 par département, choisis par le préfet, moins de 35 ans, donc des jeunes agriculteurs avec une parité respectée, autant d'hommes que de femmes et également représentative de la diversité syndicale et des filières de production. Voilà Emmanuel Macron qui a donc mis les formes pour recevoir les jeunes agriculteurs et qui a notamment pris 2 heures pour échanger avec eux de façon plus informelle. Alors Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, redoutait que cela se résume à une opération selfie. Est-ce que ça a été ça, Benjamin Fasquelle? Vous avez fait le vôtre, hein, oui. Selfie avec le président de la République. Voilà. Mais comment était l'ambiance? On la prédisait tendue. Voilà, on vous voit tous les deux. Non, c'est enthousiasmant. L'ambiance était enthousiaste. Enfin, on attendait des paroles. On attend maintenant des actes. Il nous a donné un beau discours. Maintenant, est-ce que les actes vont suivre? On verra. Maintenant, il faut attendre. Alors, on détaillera évidemment ce qui a été évoqué par le président de la République. Il reproduit un peu la méthode qui avait été employée avec les maires de France, qui étaient très en colère contre certaines mesures prévues par l'exécutif, qui après avait conclu à un dîner de cons. On espère que ce ne sera pas ce qui va vous arriver. Le ton quand même du discours était assez ferme aussi, Perico Légas. Le président de la République est un très grand communicant en soi. Et face à des interlocuteurs, il n'a pas le bon ton. Je fais allusion à la Corse parce que je pense que ce n'était pas le ton qu'il fallait adopter. Là, il n'avait pas en face de lui des syndicalistes revendiquant des droits. Il avait une partie du peuple français, des gens qui sont dans l'abnégation, dans le courage, qui rencontrent des situations terribles. On ne parle pas comme ça aux gens. On ne dit pas « je suis là pour faire », c'est-à-dire « je suis élu pour 5 ans, c'est moi le roi qui aurait les animaux ». Trop dur. Et puis c'est pas politique comme discours. Ce sont des gens qui sont pour certains dans une grande détresse, qui ont mis des enjeux énormes là-dedans. On leur dit je comprends ce qui se passe. Là, qu'est-ce qu'il vient d'annoncer? Il annonce qu'il va y avoir de la casse. Et de la casse qui va faire mal. C'est-à-dire qu'il ne remettra pas en cause le système néolibéral qui est en train d'envoyer l'agriculture française dans le mur. Il dira il y aura voilà, il faut s'adapter, il y a le marché. Quand il dit il n'y aura pas de bœuf aux hormones qui rentrera en France, je ne sais pas par quel levier, il n'est pas aujourd'hui en situation de décider des importations et des exportations, ou alors il rétablit ce mot qui est interdit, c'est un truc qui s'appelle le protectionnisme. Voilà, une forme de protectionnisme. Donc là, je crois qu'il il a voulu faire montre d'autorité et de détermination, et je crois qu'il s'adresse à une population qui est bien échaudée, qui en a vu d'autres. Ça fait 40 ans qui n'a pas besoin qu'on lui fasse la leçon. 40 ans qu'on leur dit je m'occupe de tout, vous allez voir, ça va changer. On les mène en bateau, on les endort. Là, il a fait un petit peu celui qui a l'air le magicien. Samedi, je pense qu'il aura peut-être des soucis au salon de l'agriculture. Certains d'entre vous disaient qu'il avait un ton de maître d'école. C'est ce que vous avez ressenti? Oui, oui, clairement, oui. Il nous prenait un peu pour des enfants quand même. Il nous dit que à la fois il va faire importer de la viande
du Mercosur et qu'il n'y aura pas de viande aux hormones. Et d'un autre côté, il dit on importe déjà de la viande aux hormones parce qu'il n'y a pas de contrôle. Alors demain, comment il peut nous certifier que la viande importée du Mercosur ne sera pas nourrie aux hormones? Donc la conclusion que vous en tirez, vous qui avez assisté, vous avez échangé avec lui, est-ce que vous lui faites confiance ou est-ce que vous êtes encore dans la défiance? Disons que pour une grosse partie, on lui fait confiance. Par contre, concernant le Mercosur, là, on est dans le doute et on va rester prudent. Il y a quand même un énorme paradoxe. Il a fait un discours exemplaire quand il était en Auvergne, devant les agriculteurs. Il a dit des choses que peu de chefs d'État avaient dit avant lui, comme s'il avait compris les enjeux de l'agriculture française, comme s'il avait été à l'écoute de cette détresse et qu'il avait des solutions. On ne peut pas. Alors le en même temps, à un moment donné, le en même temps devient le double discours. Là, on est dans un cynisme. On veut protéger l'agriculture. On fait des états généraux de l'alimentation, dans lesquels on dit les choses vont changer, le monde va changer. Je vous appelle une nouvelle façon, j'importe une nouvelle façon de faire la politique. On signe le CETA. On nous dit, ben voilà, c'est l'Europe. Et là, on signe le Mercosur. Rien qu'entre le CETA et le Mercosur, ce sont des dizaines de milliers d'exploitations qui vont peut-être fermer la porte parce qu'elles ne pourront pas faire face à une concurrence. L'enjeu de l'agriculture française est simple. Elle est confrontée par les lois du marché international et l'acte unique à une concurrence déloyale qui envoie en France, qui importe en France des produits qui sont dans une compétitivité que ne peut pas soutenir l'agriculture française parce que ces produits n'ont pas de loi, n'ont pas de règles, parce n'ont pas de que normes. les normes de production ne sont pas les mêmes que celles que l'on impose aux agriculteurs La norme, français. c'est la nôtre. La norme alimentaire aujourd'hui qui tient compte de l'environnement, du respect, de l'animalité, de la nourriture, c'est la France qui tient la norme minima. Donc ceux qui entrent en France devraient respecter les normes qui vous sont imposées à vous. Ça devrait être interdit, surtout qu'on n'a pas besoin de ces produits-là. On a besoin de ces produits-là parce que la grande distribution, toujours elle, impose des prix d'achat tellement bas que comme la grande distribution ne veut pas payer le prix que suppose cette qualité alimentaire, elle fait importer. C'est la grande distribution qui fait importer, et l'agro-industrie, mais pour servir la grande distribution, des produits qui sont indignes du marché français et qui n'ont pas leur place puisque la loi européenne et la loi française interdisent ces produits. On est dans un truc ubuesque. Ce bras de fer avec la grande distribution, il fait aussi partie de vos préoccupations. Ces préoccupations, on s'est interrogé, est-ce que l'exécutif, et c'est notre sondage de la semaine, est-ce que l'exécutif les a bien en tête, ces préoccupations des agriculteurs? On va regarder ce que vous nous avez répondu, c'est notre sondage OpinionWay pour Tilder et LCI. Oui, visiblement, les Français pas spécialement convaincus. Un sondage sévère à la question, diriez-vous que le gouvernement prend suffisamment en compte les préoccupations des agriculteurs? Les Français sont 73% à considérer que non. Le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte ces préoccupations, seulement 25% qui considèrent qu'elles sont prises en compte. C'est un sondage sans appel. Oui, c'est un résultat sévère, Jérôme. Effectivement, c'est un résultat qui est extrêmement net. Et quand on regarde dans le détail, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quel que soit l'âge et quelle que soit l'affiliation politique, quel que soit l'électorat, les Français, entre 70 et 80%, considèrent que le gouvernement n'en fait pas suffisamment. Et en fait, si on regarde les enquêtes d'opinion un petit peu dans le temps long, ce dont on se rend compte, c'est que les gens veulent une véritable révolution culturelle. Je ne sais pas si c'est celle dont parlait le président Macron cet après-midi, mais ils veulent véritablement un changement de modèle. Ils veulent manger mieux et ils se rendent compte aussi que la question de l'agriculture, c'est un impact majeur sur la santé. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça dépasse les clivages partisans. C'est qu'au fond, qu'on soit de gauche ou de droite, on est tous concernés par ces enjeux-là. Et alors, évidemment, cette enquête a été réalisée avant que les Français prennent conscience de la nature des mesures qui ont été annoncées aujourd'hui. Reste à savoir si le président s'est montré suffisamment convaincant pour que ça change dans les mois à venir. On garde à l'esprit qu'au premier tour de la présidentielle, seuls 18% des agriculteurs ont voté Macron. Macron était à l'époque ministre de l'économie. Il a participé à une majorité qui, paradoxalement, Stéphane Le Foll a été un ministre qui a pris en considération les réalités de la paysannerie française. La loi sur l'agroécologie est une loi très intelligente. Je ne comprends pas que ce gouvernement ne l'ait pas reprise à la lettre pour la poursuivre et l'améliorer et l'amplifier. On a l'impression que tout commence avec Macron, qu'on repart à zéro. Non, il y avait déjà des mesures qui avaient été prises. Et il y a surtout des interlocuteurs. Que demandent les paysans français, les agriculteurs? Ils demandent quelque chose d'hallucinant, de vivre de leur travail. Alors justement... Qui est un travail gigantesque. C'est pas juste une petite œuvre, c'est quelque chose d'énorme. Ils demandent une juste rétribution à leur travail. Pour ça, il faut qu'on leur paye le produit à la juste
juste valeur. Les états généraux de l'alimentation étaient faits un petit peu pour ça. Il faut effectivement, à un moment donné aussi, que le consommateur comprenne, et peut-être que la solution, ça serait de consommer un petit peu moins, quantitativement. Et un petit peu mieux. Et un petit peu mieux, c'est-à-dire que l'économie engendrée par cette baisse quantitative de consommation permettrait de générer la marge financière qui permettrait d'accéder à des produits de meilleure qualité, qui permettrait aux agriculteurs de vivre et aux filières d'avoir des débouchés économiquement viables. L'attitude, elle est là. Donc il y a des solutions. Vous avez pu les avancer, vous avez pu en parler, vous pouvez dire, vous, qui êtes tous les jours dans ces situations. Disons qu'il y a des solutions, oui. Emmanuel Macron, et avec les États généraux, en ont conclu qu'il fallait que la grande distribution augmente les prix d'achat. Or, aujourd'hui, la situation est la même qu'avant les États généraux. Et les négociations doivent s'achever le 28 février avec les distributeurs. Oui. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Rien n'a changé. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. La loi impose que les négociations soient finies le dernier jour de février. Et pour l'instant, la grande distribution, comme tous les ans, a demandé moins 4%, notamment sur le porc. C'est-à-dire que non seulement elle n'augmente pas, elle demande encore des baisses, en douce. Oui, juste un petit paradoxe sur l'étude. Effectivement, vous le dites, les Français qui appellent de leur vœu une révolution culturelle veulent mieux manger. Et de l'autre, on a vu il y a 3 semaines les images qui ont fait le tour du monde sur ces émeutes Nutella de gens qui se jettent dessus. Oui, mais on a aussi 10% de Français des Français qui sont prêts à payer 10% plus cher pour manger bio et pour manger made in France. Donc pour manger ce que vous produisez. Non mais attendez, la société française n'est pas homogène. Vous aurez toujours des gens qui iront au prix le plus bas pour des raisons soit économiques, soit sociologiques. Et il y aura toujours le phénomène sur la pâte à tartiner. Mais il y a de plus en plus de gens, on le voit par la création de 180 commerces bio qui ont été créés en plus cette année, et en permanence la demande sur le bio va mieux, mais même si c'est pas du bio sur une meilleure, il y a une attente de la part de la société française énorme sur le plan alimentaire, et les Français sont prêts à payer plus s'ils ont la certitude que ce supplément, cette marge supplémentaire va aller aux agriculteurs. Ils paieront. Ce qu'ils ne veulent pas, et c'est ce qu'on risque, c'est que finalement on augmente les prix et que les paysans, finalement les agriculteurs, ne voient pas la couleur de cette augmentation. N'en subissent pas, n'en profitent pas des conséquences, mais on l'avait vu notamment avec cette brique de lait. On avait demandé à quel prix. Alors je ne sais plus comment s'appelle l'opération, mais d'une brique de lait, on avait demandé aux consommateurs combien êtes-vous prêt à payer pour cette brique de lait et pour que ce soit profitable à tout le monde. Je rappelle ce chiffre, un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois, et on va regarder comment ça se passe, un reportage dans le Finistère, parce que ça n'empêche pas effectivement des jeunes comme vous de se lancer, et les difficultés elles apparaissent très vite. Bruno Bois-Robert, Médéric Picard. Il a le pas pour l'instant vaillant de ceux qui se lancent dans une nouvelle aventure, mais pour combien de temps? Oui, les grandes. Romain s'est mis à son compte comme producteur de porc il y a à peine un an, et déjà, son prix de vente est inférieur à son coût de production. Pour nous, c'est compliqué aujourd'hui de se dire qu'il faut investir beaucoup d'argent et derrière ne pas avoir le retour sur investissement. Il n'y a pas une personne en France qui irait au travail en perdant de l'argent. Et donc ça, on ne veut plus l'avoir, on veut avoir de la sécurité et de l'avenir dans notre métier. Depuis 2 mois, les agriculteurs manifestent leur désespoir, ciblant notamment les grandes surfaces, comme ici à Brest, début février. Pour eux comme pour Romain, la passion est leur moteur. Mais comment faire perdurer cette flamme quand les dettes s'accumulent? Des centaines de milliers d'euros engloutis dans les bâtiments. On l'a fait pour la mise aux normes bien-être. Heureusement, il peut compter sur le soutien de ses proches, ses parents et ses frères notamment, eux aussi agriculteurs, et sa femme Manu, qui l'a rejoint dans cette nouvelle vie, malgré la crise, malgré l'image dégradée du métier. C'est sûr que la conjoncture est difficile, mais on y croit et puis on se dit que ça va repartir. Et j'y crois, je me dis que le consommateur français mangera toujours de la viande et de la viande française demain. Ils ont encore le fol espoir d'une jeunesse qui ne veut pas s'avouer vaincue, mais conscient que le parcours est déjà semé d'embûches. Benjamin Fasquelle, vous avez le sentiment que les consommateurs seraient prêts à vous suivre si des mesures étaient mises en place pour inciter à consommer vos produits, et s'ils étaient sûrs, comme vous le disiez, que le bénéfice vous revienne? Oui, je pense que oui. Après, comme je disais tout à l'heure, sur une carcasse, par exemple, la carcasse va être estampillée abattue en Irlande, par exemple, abattue en Irlande, tuée en Irlande, découpée en Irlande, et il va avoir juste une étape dans la transformation, et on va mettre que c'est fait en France. Que c'est fait en France. Donc voilà, il y a, à un moment donné, il y a aussi une part de responsabilité de l'État et de l'Union européenne.
Vos difficultés au quotidien, vous élevez des vaches, Oui. Ce sont les mêmes que celles que l'on a vues pour ce jeune éleveur et sa compagne? Moi, c'est des vaches de race charolaise et je fais de la vente directe directement à la ferme en caissette. Donc, c'est une solution, ça, par exemple? oui, c'est une solution, oui. Je le vois bien chez moi, le producteur, le consommateur est prêt à payer pour avoir de la viande de qualité et de la viande locale. Et parce qu'il sait exactement d'où elle Parce vient, comment elle a été Le élevée. consommateur sait d'où la bête vient, oui. On évoquait le salon de l'agriculture. Alors cette opération à l'Élysée, elle était aussi faite, quoi qu'en dise Emmanuel Macron, pour préparer ce salon. On va écouter ce qu'il en disait tout à l'heure, le président de la République. L'État a sa part de responsabilité. Et nous la porterons. Il y a des choses qui ne vont pas et je vais en parler. Mais chacun a sa part de responsabilité. Et personne n'a intérêt à jouer la politique du pire, à dire des mensonges, à préférer les élections qui viennent à l'intérêt de sa filière. En tout cas, moi, je vais être très clair avec vous. Je ne construis pas l'ambiance de samedi prochain. Je m'en moque totalement. Je construis le visage de la France agricole des prochaines années. Il n'y a que ça qui m'importe. Voilà, il s'en moque totalement, mais il ira quand même, Emmanuel Macron, au Salon de l'Agriculture. C'est une étape incontournable, Jérôme Dupuis, même en termes de communication, le Salon de l'Agriculture. Oui, c'est une sorte de passage obligé. C'est un super test. C'est effectivement un super test, mais je pense que ce qui compte, c'est la nature des mesures qui ont été annoncées aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des choses, je pense par exemple au relèvement du seuil de vente à perte, etc., qui sont assez concrètes. Mais je pense que ce qui crée un décalage et un problème dans l'opinion, c'est au fond l'écart qu'il y a entre la philosophie générale des États généraux de l'alimentation. On dit voilà, on a une stratégie de montée en gamme, de bien manger, de bio, etc., et un certain nombre de décisions qui n'incombent pas directement, que le gouvernement engage, mais qui ne sont pas du ressort strict de la politique nationale. Je pense effectivement à ce que vous disiez au départ sur les négociations entre l'UE et le Mercosur, et d'autre part l'accord CETA avec le Canada. C'est des processus qui, effectivement, remettent en cause cette stratégie de montée en gamme, puisque le risque, effectivement, c'est de voir se déverser des productions fabriqués à moindre coût et évidemment d'une qualité bien inférieure. Et c'est sans doute ça que l'opinion publique ne comprend pas. Et qui donne le sentiment de double discours. Il y aura des sifflets au Salon de l'Agriculture? Je pense. Vous qui avez ressenti un peu... Ce sera incontournable, je pense. Il y a quand même une crise qui perdure depuis des années. Aucun politique actuel n'a arrivé à solutionner la chose. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a un ras-le-bol général dans le secteur agricole, que ce soit de l'élevage ou en céréales. Il y a un ras-le-bol vraiment qui est généralisé. Et vous l'avez dit mercredi, puisque vous avez mené des opérations... Le président de la République ferait bien de suivre ce sondage de près. C'est une unanimité nationale avec une prise de conscience très concrète. Oui. On sait que longtemps en plus, l'agriculture a été pour la France souvent des gens qui se plaignaient, qui avaient des Ça a changé. Ils ont bien compris que ce sont des gens qui ne veulent pas être aidés, qui veulent travailler, qui vivent aujourd'hui dans la détresse. On sait quand même qu'il y a un nombre de suicides. L'agriculteur français devait être aujourd'hui l'homme le plus heureux du monde, le plus épanoui. On a une agriculture prodigieuse. La classe paysanne est une classe fondamentale. C'est elle qui a fait la gloire de la France. C'est elle qui nous nourrit. Je pense que ce gouvernement, les précédents un peu moins, mais ce gouvernement-là ne fait pas, contrairement à ce qu'ils disent, on est dans le double langage, c'est cynique, il est loin de faire tout ce qu'il peut faire pour inverser la tendance. Et je pense qu'il le sentira samedi. Alors on verra s'il le sentira samedi. En tout cas, Benjamin, tout est fait pour que ça n'arrive pas et que tout se passe très bien. Oui, alors on ne sait pas encore si Emmanuel Macron traitera ou non des vaches. Visiblement, ce n'est pas encore tranché. En tout cas, c'est ce que nous dit... il ne vous l'a pas dit ça. Non. C'est ce que nous dit l'Élysée. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'Emmanuel Macron, il veut battre le record du président qui est resté le plus longtemps. C'était François Hollande en 2016. Il y était resté 9 heures le jour de l'ouverture. Et là, il veut faire 10 heures. Alors, il arrivera aux alentours de 7h30. Et peut-être 45. Même la fermeture. Et voilà, et donc rester après la fermeture. Jusqu'à la fermeture, donc plus de 10 heures à tâter le cul des vaches, selon l'expression, avec un objectif donc éviter les sifflets, éviter des mauvaises images. On se souvient, l'année dernière, il y était allé en tant que candidat et il s'était pris un œuf sur la tête, donc pas terrible comme image. Pour éviter ce genre de problème, il sera très entouré, 3 cercles de protection par son service de sécurité. Dispositif présidentiel, mais aussi Édouard Philippe, qui y sera 3 jours, mardi, mercredi, jeudi. Plusieurs ministres, évidemment le ministre de l'Agriculture, il sera 10 jours non-stop. Il va même délocaliser ses bureaux
au Salon de l'Agriculture comme c'est l'habitude, mais aussi d'autres ministres, par exemple Jean-Michel Blanquer ou Muriel Pénicaud seront également au Salon de l'Agriculture. Vous y serez aussi? Oui, mercredi. Vous suivrez, donc vous y serez à partir de mercredi, vous ne serez pas là samedi. C'est ce qu'on disait autour de vous, vous sentez quand même, ce mécontentement, il n'a pas été éteint par les quelques annonces qui ont été faites aujourd'hui? Clairement non, il y a une grogne vraiment importante du monde agricole et surtout en élevage. Il y a une crise du lait qui est sans précédent, il y a une crise de la viande qui est sans précédent. Enfin, voilà, on ne peut pas être content avec une réunion qui s'est faite aujourd'hui. Voilà, pour l'instant, il y a des paroles, mais il n'y a pas d'actes. Et c'est ce que vous attendez, évidemment. Oui, et c'est ça, sans doute, aussi qui explique les résultats de l'enquête. C'est-à-dire que les Français ont le sentiment qu'on va de plan d'urgence en plan de sauvetage, mais sans identifier vraiment une perspective pour l'agriculture française. C'est-à-dire que des plans d'aide succèdent. Là, c'est vrai que pour le coup, il y a des mesures assez concrètes, mais on a le sentiment d'un disque rayé, en fait, sur ces questions. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au gré des alternances, finalement, les annonces se ressemblent beaucoup, mais que la réalité, elle, ne change pas. Pierre Collégas, pour terminer. Je prends un exemple. La solution, elle est à l'extérieur de l'Europe, vers le mot protégé, je n'ose pas dire protectionnisme. Elle est à l'intérieur de l'Europe également. L'Allemagne produit 28 milliards de litres de lait, nous 25, et ils sont 12 centimes moins chers. Vous ne pensez pas que ces deux grandes nations, frères et amis, sœurs et amis, pourraient dire en sorte, est-ce qu'on peut réguler entre nous le marché du porc? L'Allemagne produit du porc industriel avec des porcheries de 15 000, 20 000 animaux. Nous avons en Bretagne une crise du porc parce que le coût de production, le SMIC n'est pas le même. L'Allemagne emploie des travailleurs détachés. La France, non. On a une réalité sociale et économique qui fait qu'il pourrait y avoir une concertation, une meilleure entente. On voit que les Allemands roulent pour eux et les Français pour eux. Donc si Macron n'obtient pas de Merkel un changement dans ce comportement, nous allons vers des situations beaucoup plus douloureuses encore. Et vous ne prenez pas plus de protection, mais une ouverture justement à nos partenaires européens. Merci beaucoup. Restez avec nous, le débrief se poursuit évidemment dans un instant sur LCI.